Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, protection sociale généralisée et tarifs des importations. Nous consacrons donc la première partie au projet de loi cadre 0921, porteur de ce grand projet sociétal initié par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et qui fera bientôt son entrée dans le circuit législatif. En compagnie de l'économiste Mohamed Chigar, nous évoquerons les objectifs, le financement et la gouvernance de ce chantier de généralisation de la protection sociale au Maroc. Ensuite, et avec l'expert international également président de la SMEX Centre Rabat, Amin Laridi, il sera question de prix de fret maritime pour nos importations, notamment de Chine. Et également, il sera question de substitution d'import par la production nationale. Bienvenue à toutes et à tous. La généralisation de la protection sociale pour tous et pour tous les Marocains est en marche. À peine 6 mois après son appel à ce chantier important, le souverain a présidé jeudi dernier un conseil des ministres où le projet de loi cadre relatif à la protection sociale a été approuvé pour faire bientôt son entrée dans le circuit législatif. Les détails avec Ala Benani. Approuvé jeudi dernier par le Conseil des ministres, le projet de loi cadre sur la protection sociale est fin prêt. Il s'agit là d'une étape législative importante pour la mise en œuvre des orientations royales relatives à la généralisation de la protection sociale au profit de tous les Marocains à l'horizon 2025. Lors du 21e anniversaire de la fête du trône, le souverain avait rappelé « Notre aspiration prioritaire est d'assurer la protection sociale à tous les Marocains. Et notre détermination est qu'à terme, nous puissions en faire bénéficier toutes les franges de la société. » Lors du discours du trône de l'année 2018, j'ai déjà appelé à une prompte refonte du dispositif de protection sociale qui est encore marqué par un éparpillement des interventions et par un faible taux de couverture et d'efficacité. Aussi, nous considérons que le moment est venu de lancer, au cours des 5 prochaines années, le processus de généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains. 4 axes majeurs avec des échéances précises sont à retenir. Le premier axe s'intéresse à la généralisation de l'assurance maladie obligatoire à fin 2022 au profit de 22 millions de personnes supplémentaires. Ces derniers bénéficieront d'une assurance couvrant les frais de traitement, de médicaments et d'hospitalisation. Le deuxième axe se penche sur la généralisation des allocations familiales durant les années 2023 et 2024 au profit des familles qui n'en profitent pas selon les textes en vigueur. Ces familles bénéficieront selon le cas d'indemnité forfaitaire ou d'indemnité de protection des dangers relatifs à l'enfance, comme la déperdition scolaire, ciblant 7 millions d'enfants en âge de scolarité. Le troisième axe traite de l'élargissement de la base des adhérents au régime de retraite pour inclure environ 5 millions de personnes qui exercent un emploi et ne bénéficient d'aucune pension à horizon 2025. Enfin, le quatrième axe évoque la généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi durant l'année 2025 pour couvrir toute personne exerçant un emploi stable. Prochaine étape, le projet de loi cadre devrait passer par les parlementaires, bien que la première session de la dernière année législative a été clôturée jeudi dernier. Une session extraordinaire est prévue pour examen et vote du projet de généralisation de la couverture sociale, tant attendu par les citoyens marocains. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat Mohamed Chigar, économiste et président du Centre d'études et de recherche Aziz Blal. Bonsoir professeur Chigar. Bonjour. Alors, si on devait peut-être planter le décor et rappeler, n'est-ce pas, les objectifs et le contexte dans lequel intervient ce projet de loi cadre de la généralisation de la protection sociale au Maroc. Oui, merci Khadija. En premier lieu, il faut se réjouir de cette initiative royale. En fait, il s'agit d'un chantier structurant. Ce chantier a toujours été, j'allais dire, dans le pipeline, mais c'est beaucoup plus la pandémie de Covid-19 qui a été à l'origine de l'accélération de la mise en place de ce chantier. Et cette pandémie, parmi les leçons, elle a montré d'une manière précise et claire qu'il n'y a rien de plus précieux que l'humain et que la vie. Et donc, actuellement, il faut donner beaucoup plus d'importance
aux activités qui sont en rapport direct avec la vie, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est tout ce qui contribue à à valoriser l'humain et à respecter sa dignité. Et là aussi, on voit bien que ce n'est plus, en fait, avec cette pandémie, ce n'est plus le comptable qui doit primer, mais c'est beaucoup plus le social. Et c'est un élément, à mon sens, qui est très important. C'est pourquoi il serait souhaitable de saisir cette occasion pour repenser le social d'une manière générale. Le social, on ne doit pas le voir comme étant une charge. L'enseignement, la formation, l'éducation, ce n'est pas une charge. C'est l'ignorance qui est une charge. La santé, ce n'est pas une charge. C'est la maladie qui est une charge. Donc, on doit revoir notre perception, notre rapport au social. Et au lieu de le considérer comme un coût, comme une charge, il est préférable, et à mon sens, c'est un élément qui est très important, c'est une leçon qu'on doit tirer de cette pandémie, il faut le considérer comme un investissement. Et qui sont les parties prenantes qui devraient être impliquées dans cette gestion et en fait, il y a des conditions préalables effectivement pour réussir ce chantier, comme je viens de le dire, structurant. Ces conditions préalables, on peut les diviser en deux types. Oui. Il y a des conditions qui sont déjà prévues dans la loi cadre. Je mentionne ici la réforme des systèmes et programmes sociaux qui existent déjà, notamment le loi cadre parle de la compensation. En fait, la compensation, on va aller vers la décompensation, surtout si le Maroc arrive à, par exemple, commencer à produire du gaz. Donc, deuxième condition mentionnée dans la loi cadre, la réforme du système sanitaire. Et la troisième condition mentionnée dans la loi cadre, c'est la coordination entre les acteurs concernés. Mais il y a aussi d'autres préalables qu'il faut prendre en considération qui ne sont pas mentionnés dans ce texte-là. Je commence par un élément qui est très simple à mon sens, mais qui est très important, c'est le respect du droit de travail. Oui. On sait bien que dans certaines entreprises ne respectent pas le droit de travail, ne déclarent pas les salariés, etc. Donc, au moins, commencer par ce qui est vraiment à notre disposition, qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts ni d'investissement. Deuxième chose, à mon sens, qui est très importante, parce que la réussite de ce chantier, pour le dire d'une manière claire et d'une manière très simple, c'est d'arriver à permettre aux bénéficiaires, surtout les personnes qui n'ont pas suffisamment de revenus, leur permettre de se prendre en charge. C'est-à-dire, pour cela, ils doivent disposer d'un revenu. Et pour disposer d'un revenu, ils doivent travailler. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'il faut donner de l'importance à l'emploi. Et aussi, peut-être, le financement. Est-ce que, bien sûr, parce que vous avez parlé de coûts, mais effectivement, ce grand chantier va coûter une partie du budget. Qu'en est-il des pistes de financement de ce chantier? Sont-elles prédéfinies par cette loi cadre, selon vous? La loi cadre, il a fait, le financement est pris en considération dans cette loi cadre. On voit bien qu'il y a une partie qui va être prise, par exemple, pour les 2021-2022. Ils ont même estimé le coût de la réforme, c'est 14 milliards, dont 61%. Dans 61%, c'est le budget de l'État. À mon sens, il est préférable, pour ne pas avoir de problème par la suite, d'aller vers un financement hors budget et mobiliser des ressources hors budget. Là, on voit bien que, par exemple, il y a les cotisations. Donc, c'est un élément très important. Et c'est à ce niveau-là que je me suis dit, pourquoi ne pas aller vers aider les plus démunis pour qu'ils disposent d'un revenu et pour qu'ils se prennent en charge. C'est un élément important à mon sens. Puis, il y a les legs, les dons. Et là aussi, il faut explorer d'autres pistes. Par exemple, zakat, c'est un élément très important. Awqaf, c'est aussi un élément qui mérite d'être pris en considération. Et tout ça dans le cadre d'une réforme du secteur social d'une manière générale. Très bien. Actuellement, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une multitude d'intervenants. Il y a suffisamment de financement, mais les résultats sont vraiment des résultats décevants. C'est pourquoi, à mon sens, il est important de penser à un organisme ou à une formule
pour réformer l'ensemble du secteur du domaine social, que ce soit au niveau public, on a la promotion nationale, on a l'entraide nationale, on a l'agence développement, l'agence pour la lutte contre la pauvreté, etc. Tout ça, il faut quand même repenser tout ce secteur-là et en même temps essayer de créer, d'assurer une coordination entre les fondations privées et le public. Et à mon sens, là, franchement, on peut peut-être arriver à financer cette généralisation sans faire appel nécessairement au budget. Merci beaucoup. Merci, Mohamed Chiguer. Voilà. Oui, malheureusement, le temps de votre intervention est terminé. En tout cas, je tiens à vous remercier encore une fois sur l'ensemble de ces éclairages sur ce chantier prioritaire qu'est la généralisation de la protection sociale. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Et nous passons à présent à la seconde partie de Questions Écho. Et nous parlons commerce international en cette seconde partie. Avant de joindre notre invité par Skype, je vous laisse avec Ala Abnani qui nous rappelle les principaux chiffres de la balance commerciale en 2020 par l'Office d'échange. Alors que les exportations de biens affichaient une chute dépassant les 20% au début de la crise sanitaire, elles ont fini l'année avec une baisse limitée à 7,5% pour s'établir à 263,2 milliards de dirhams. Quant aux importations de biens, la baisse est plus prononcée, moins 14%, soit une facture de près de 422 milliards de dirhams. Cet allègement de la facture des importations est le résultat combiné d'une baisse conséquente des prix des produits énergétiques, ainsi que des produits finis de consommation et des biens d'équipement et, dans une moindre mesure, les produits bruts. A l'inverse, les achats des produits alimentaires ont augmenté de plus de 7 millions de dirhams. Il n'en demeure pas moins que cette forte baisse des importations conjuguée au repli limité des exportations a permis de réduire le déficit commercial du Maroc de 23% ou de 47,7 milliards de dirhams. Il ne s'élève plus qu'à 159 milliards de dirhams contre plus de 200 milliards de dirhams en 2019. Enfin, le trafic portuaire a atteint un volume global de 92,5 millions de tonnes au terme de l'année 2020, en hausse de 5,1% par rapport à l'année précédente. Par nature de flux, les évolutions enregistrées font état d'une augmentation de 4,4% des importations en 2020. J'ai le plaisir d'accueillir à présent depuis Rabat Amin Laridi, expert international et président de l'Association marocaine des exportateurs pour la région centre Rabat. Bonsoir Amin Laridi. Bonsoir, chère Madame Hersen. Toujours un plaisir d'être des vôtres. Tout le plaisir est pour nous. Donc, nous venons de suivre les chiffres de l'Office d'échange concernant notre balance commerciale au Maroc. Mais je voudrais aller avec vous dans le détail, notamment des importations. Car, selon certains importateurs, le coût d'expédition d'un conteneur au Maroc à partir de la Chine, eh bien, il a été multiplié par 3 voire 4. Comment expliquez-vous cela, Amin Laridi ? Alors, merci pour cette excellente question, qui est une question d'actualité. Comme nous le savons tous, notre pays, quoi qu'il y ait une amélioration aujourd'hui du solde de la balance commerciale, est plus importateur qu'exportateur. Et une bonne composante de ces imports vient du Far East, justement, de l'Asie. Et une bonne composante de ces importations qui viennent du Far East sont une composante logistique. Donc, faire de la veille par rapport à ça est très important. Oui, il y a eu une hausse réelle, palpable, concrète sur le terrain des prix du transport. Maintenant, la question à se poser, c'est de quel ordre de comparaison on est en train d'avoir? Si on est en train de comparer par rapport à il y a 6 mois, à une période de confinement mondial, d'une pandémie mondiale qui subsiste d'ailleurs toujours, où il y avait une baisse drastique du commerce international, une baisse de la demande pour le transport en général, oui, la hausse elle est très importante, elle est draconienne et ça va de soi. Mais c'était une période qui est exceptionnelle. Par contre, si on est en train de comparer avec les années précédentes, là on remarque
qu'il y a en fait un phénomène de pattern, un phénomène de saisonnalité qui s'installe de manière qui est continue. Cette saisonnalité, elle dépend d'un phénomène, oui, d'offre et de demande, ça va de soi, comme pour tout ce qui est économique, mais en même temps, elle dépend d'une certaine période qu'on appelle des peak seasons, des périodes de haute demande. Ces périodes sont connues chaque année. De un, il y a en fait le Noël et le Nouvel An grégorien. D'autre part, il y a le Nouvel An chinois. Troisièmement, il y a la période du Ramadan pour nos autres musulmans. Et c'est des périodes qui sont mondiales de hausse de la demande, notamment par rapport aux imports et donc des exports à partir de la région de l'Asie, notamment de Chine. Et il s'avère qu'on est justement en cette période-là. Le Nouvel An grégorien vient de passer, il y a moins de 2 mois. Nous sommes toujours en période de célébration du Nouvel An chinois qui a commencé le 11 au soir. Et on s'apprête déjà à tout ce qui est période d'approvisionnement par rapport à des biens d'équipement liés au mois saint du Ramadan. Donc, ceci dit, ma réponse ne doit pas en fait uniquement s'arrêter là, parce qu'on n'est pas uniquement dans le descriptif. Notre rôle aujourd'hui, c'est de comprendre un phénomène pour ne pas en avoir peur, pour en utiliser en fait les vecteurs pour diminuer son ampleur, mais en même temps pour le transformer en une opportunité. Alors, avec votre permission, j'ai envie une bonne fois pour toutes de partager avec tout votre public et notre public, et qui est un public d'initiés, celui de Questions Écho et de Média TV, de partager avec eux comment on calcule déjà en fait les prix du transport maritime, qui représente 90% du trafic de transport mondial, et pour notre cas, pour le Maroc, il représente plus de 99% de nos imports à partir de l'Asie. Comprendre en fait cette logique de calcul nous permet déjà de pallier en fait les risques potentiels, mais nous permet aussi de les prémunir, de résoudre ces problématiques. Alors, comme tout ce qui est en fait lié au transport, il y a un phénomène de base qu'on appelle la loi de la massification et de la rotation par camion. Le camion, pour faire simple, le camion doit aller le plus plein possible et revenir le plus plein possible avec la route la plus rapide, la plus fiable et la moins coûteuse. La même logique s'applique par rapport à tout ce qui est transport maritime, sauf que là, on parle de conteneurs. Et quand on parle de conteneurs, par opposition au tramping, on parle de liner trade. Et le liner trade, il ne faut pas imaginer, en fait, à partir de l'Asie, le conteneur, il ne vient pas dans un bateau qui est spécialement dédié uniquement pour le Maroc. Non, il prend automatiquement une route maritime. Ces routes maritimes sont figées, tout aussi figées que un chemin de fer, d'accord ? Donc, par rapport à un train, ces routes maritimes-là, en l'occurrence, qui lie en fait la Chine au royaume du Maroc, c'est la AE1 et notamment la AE en général, la route Asie-Europe, parce qu'on trouve par rapport aux entreprises maritimes, on se retrouve par rapport à ce corridor-là. On fait partie de la région Europe pour eux, quoique nous soyons en fait africains de cœur, de souche et d'ADN. Et cette route-là, elle prend en fait son départ en Corée, notamment dans le grand port de Busan. Elle descend jusqu'au Japon, Yokohama, Kobe. Par la suite, en fait, c'est le nord de la Chine. Et pourquoi je parle de la distinction entre le nord et le sud de la Chine? Parce que les prix sont très différents entre les deux. Le nord de la Chine, c'est Qingdao et c'est Ningbo, NPO, pour les initiés. Par la suite, en fait, c'est SGH, c'est le port de Shanghai, Hong Kong, oui. Et on descend jusqu'à Singapour. Pourquoi, en fait, je parle de cela? C'est pour que les gens comprennent l'importance, en fait, des ports hubs. Et après Singapour, bon, c'est Chennai chez nos amis indiens, c'est Jawaharlal Nehru, Mumbai, et puis c'est Salalah, Oman. On remonte jusqu'à Dubaï, Jebel Ali, puis via le canal de Suez jusqu'en Méditerranée, bien sûr, en fait, en arrivant jusqu'au port de Tangemet, qui capte la majeure partie du trafic traversant le Détroit, et en arrivant jusqu'en Allemagne pour cette entreprise, jusqu'à Aarhus au Danemark pour d'autres, et en arrivant jusqu'où, en s'arrêtant tout simplement en Hollande à Rotterdam. Et le bateau, il revient. Et ce que j'ai envie que les gens captent, c'est qu'on ne fait pas un seul bateau pour garantir, par exemple, un service qui est hebdomadaire sur cette ligne, c'est-à-dire un départ fixe chaque semaine. Et il y a beaucoup d'entreprises qui offrent plus qu'un seul départ, mais juste pour un seul départ, on est obligé de déployer 8 bateaux. Les bateaux de nouvelle génération, tels que le Marco Polo pour CMA-CGM, le Triple E pour le Emma Maersk Class pour Maersk, c'est des bateaux de plus de 15 000 conteneurs, ils coûtent environ 150 millions de dollars par bateau. Donc 150 millions fois 8, je vous laisse en fait faire les calculs. On parle déjà de 1,2 milliard juste pour un seul départ hebdomadaire couvrant en fait cette ligne, sans parler des charges fixes, des charges semi-fixes, personnelles et du fuel aussi. Donc, et le plus grand problème ici, c'est qu'il y a une sorte de déficit, c'est-à-dire
Au moment où les bateaux viennent en majorité pleins à partir de l'Asie, ils reviennent pratiquement vides. Ils sont obligés de revenir et ils sont obligés en plus de cela de transporter en fait des conteneurs qui sont vides. Donc déjà ça constitue une opportunité pour l'exportateur marocain mais aussi africain via le Maroc, parce qu'on joue ce rôle de levier, de profiter de cette aubaine, d'un retour de conteneurs à vide et donc en fait d'une faible demande pour le transport et donc de prix qui sont optimisés à l'export vers l'Asie. Ça c'est de un à retenir. Le deuxième point qui est Amine Laridi, vraiment rapidement parce qu'il nous reste d'autres questions et on ne pourra malheureusement pas faire le tour de la question. Donc brièvement sur ces deux aspects que vous venez de citer avant qu'on parle aussi de l'impact justement de cette hausse des prix sur les importateurs marocains. Alors avec beaucoup de plaisir. Déjà le fait d'avoir un port en fait mondial, il diminue de 30 à 40% en fait le coût d'un port. Il faut comprendre cela parce qu'on n'a plus besoin de temps d'attente et on n'a pas besoin de prendre un bateau connecteur, ce qu'on appelle un feeder. Donc on est un port de colle qui est direct. Maintenant, très rapidement, il faut s'intéresser, c'est mon souhait, c'est aussi ma recommandation à tous les importateurs marocains, il faut s'intéresser à 3 choses essentielles très rapidement pour diminuer leurs factures, notamment d'import par rapport au Far East, que ce soit de la Chine, du Japon, de la Corée ou d'autres pays amis. Alors la première des choses, c'est de rentrer dans le détail de la facture. Il y a 2 types de surcharges. Les surcharges maritimes au premier et puis ce qu'on appelle les surcharges locales ou terrestres. Les surcharges maritimes, la première des choses, c'est la base. Et cette base, elle était de 0 pendant la période de crise. Et c'est ce qui explique d'ailleurs en fait ces hausses qui est flagrante. Mais c'est normal, c'était 0, c'était exceptionnel parce que les bateaux étaient vides. La deuxième surcharge, et qui a connu aussi une hausse, c'est la surcharge en fait pétrolière. Et il suffit de voir le prix du Brent, il y a de cela quelques jours, qui a dépassé les $60, d'accord, alors qu'il était pratiquement proche du 0. Donc la surcharge pétrolière qu'on appelle la BAF. Donc toute hausse de la BAF, automatiquement, elle conduit à une hausse du fret. Et le troisième élément, c'est la CAF, Currency Adjustment Factor. C'est la surcharge en fait de compensation du risque en fluctuation de devises. Et aujourd'hui, il y a un risque de fluctuation de devises dans le monde entier, notamment en fait ce qui explique l'engouement de beaucoup de pays et de privés pour l'investissement dans l'or, mais aussi dans les monnaies virtuelles. Alors ceci étant, il y a aussi les surcharges locales, à savoir la manutention, à savoir les surcharges liées au surestarie, etc. Donc il faut décortiquer, il faut savoir négocier avec les entreprises maritimes. Et s'il vous plaît, si vous n'avez pas un effet de taille qui est énorme, arrangez-vous en consortium et allez voir l'entreprise maritime. Et même si avec ça vous n'avez pas l'effet de taille, passez par un freight forwarder qui lui, il a, mais assurez-vous qu'il a les bons prix de la part en fait des grandes entreprises maritimes, parce que c'est une industrie qui a barrière d'entrée très lourde. Il n'y a que les grands en fait qui peuvent, en termes de maritime, qui peuvent subvenir notamment par rapport aux grandes routes. Donc ça c'est mon conseil par rapport à tout importateur. Très bien. Est-ce que vous pensez aussi qu'il risque d'y avoir un impact sur, certains observateurs et analystes l'évoquent, sur d'abord la chaîne de distribution et aussi sur la poche du contribuable, du citoyen et les prix à la consommation de manière générale au Maroc? Ça va de soi en fait. Il y a une corrélation qui est directe. Nous avons besoin même en fait d'en traiter. Vous en conviendrez. Toute hausse en fait du prix de transport, in fine, malgré une absorption de par l'importateur, c'est le client final en fait qui va la subir. C'est-à-dire nous autres simples consommateurs. Maintenant, la question à se poser, et il ne faut pas s'arrêter au constat. Il faut se poser la question comment transformer cette faiblesse en force. Et vous vous rappelez qu'en période de pandémie, j'ai eu le plaisir en fait de travailler sur une étude justement. Qui traitait de cette notion de hub de proximité, c'est-à-dire les chaînes de valeur mondiales se doivent d'être plus rétrécies, plus fiables, plus rapides et plus agiles. Le Maroc, il a tous les potentiels, il est déjà, c'est un hub en fait par rapport au continent africain, c'est un hub par rapport à l'Europe, Méditerranée, transatlantique et aussi par rapport au Moyen-Orient. N'est-ce pas là, justement, si ce phénomène continue, une opportunité de plus pour transformer ces imports en un investissement? C'est-à-dire même nos amis chinois, les industries chinoises peuvent venir au Maroc, profiter de la proximité du Maroc par rapport à l'Europe, par rapport le continent américain, par rapport à la Méditerranée et l'Afrique, pour produire chez nous, bénéficiant d'infrastructures modernes, bénéficiant d'une présence d'électricité et de main-d'œuvre en fait qui est skilled, et produire pour servir ces marchés de proximité. N'est-ce pas là aussi une opportunité pour d'autres investisseurs potentiels des États-Unis d'Amérique, d'Europe et d'autres de saisir justement cette aubaine, ce besoin en fait, de rétrécissement des chaînes de valeur. C'est ce que j'ai dit, absolument. C'est la transformation. On n'est jamais en compétition avec nos amis chinois, on est en complémentarité. Et l'idée, c'est de transformer ces importations en des investissements qui sont directs. D'ailleurs, en fait, c'est la voie vers laquelle il faut passer, il faut aller pour garantir en fait une approche win-win. Maintenant, si on a parlé de la transformation des importations en une production nationale, il y a certes l'investissement étranger qui est important, mais il ne faut pas oublier une denrée très importante qui est l'investissement national.
Aucun pays ne peut se développer uniquement avec l'investissement étranger, qui est très fondamental, mais ce n'est pas suffisant. Il faut soutenir l'investissement national, il faut soutenir le capital national, sur la TPE, la PME marocaine et la grande entreprise, à transformer ces importations en prod nationale, mais en augmentant aussi la qualité, en améliorant le prix, parce que si on est patriote en tant que patron d'entreprise, on se doit de l'être et nous le sommes, l'objectif principal c'est de donner aux clients marocains mieux que ce qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire un meilleur prix, aussi une meilleure qualité, un meilleur service. Et ceci part avec un phénomène de capitalisation, avec un encouragement de l'industrie, avec un encouragement de la formalisation de beaucoup d'entreprises qui sont dans le gris entre le formel et l'informel, avec un encouragement aussi de l'accès à ces entreprises petites ou moyennes ou même grandes à des ressources stratégiques, notamment ressources humaines, cognitives, savoir, matières premières à un prix en fait qui est compétitif, mais aussi de leur encouragement à l'international. N'est-ce pas là justement toute la quintessence et la beauté du lancement et de la création du fonds portant le nom de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le fonds Mohammed VI pour l'investissement qui a été créé sur instruction royale, dans cet objectif justement d'accompagner les entreprises marocaines pour qu'elles soient des champions, non seulement nationaux, mais aussi avec des ambitions continentales et internationales, d'encourager en fait ces champions à jouer un rôle de locomotive, autour desquels se lieront en fait des TPE, des PME et des grandes entreprises qui joueront un rôle d'upgrade sectoriel. C'est-à-dire on ne vend pas uniquement de la masse, on ne parlera plus de volume uniquement dans le futur, on parlera de valeur ajoutée, on parlera donc de technologie, on parlera donc de ressources humaines. J'y reviens toujours parce que notre modèle de développement, c'est la création de prospérité pour tous les citoyens marocains, c'est l'amélioration des conditions de vie pour tous les citoyens marocains. Et pour y arriver, il faut créer de la valeur ajoutée, il faut exporter. Il faut certes transformer les imports en prod national, mais j'y reviens, c'est pas encore en compétition avec aucun pays. Au contraire, c'est en complémentarité. Nous sommes engagés en fait avec nos accords de libre-échange et nous sommes un hub pour l'Afrique, pour la Méditerranée et aussi pour l'outre-Atlantique. Voilà. Merci beaucoup Amin Laridi, expert international et président de la SMEX Centre Rabat, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à tous.